Un juge se moque d'un adolescent noir au tribunal et se fige lorsque les images de surveillance révèlent la vérité. Les portes du tribunal s'ouvrirent avec une lenteur presque moqueuse, comme du fer rouillé raclant la surface d'une tombe. Devin Brooks, 19 ans, se tenait silencieux dans le couloir, juste devant le seuil, les chevilles raidies par le poids de l'incertitude et les poignets entravés pendant mollement le long de son corps. Les menottes de métal froid lui mordèrent la peau à chacun de ses pas. Un cruel rappel du système qui avait décidé de son sort bien avant qu'il ne mette les pieds dans ce bâtiment. Sa combinaison orange, trop grande, froissée et sentant vaguement l'eau de Javel et le désespoir, collait à sa silhouette frêle comme si elle appartenait à l'histoire de quelqu'un d'autre, au crime de quelqu'un d'autre. Mais aux yeux des personnes présentes, cette histoire avait déjà un méchant, et c'était lui. 2 policiers, raides et inexpressifs, le flanquaient de chaque côté. Aucun des 2 ne le regarda dans les yeux. Il n'en avait pas besoin. Leur silence en disait long. Pour eux, Devin n'était pas un adolescent. Il était un dossier, une chaîne de possession, un autre visage brun pris dans un système conçu pour le digérer et le recracher. Oublié. Tandis qu'il le poussait en avant, le couloir sembla se rétrécir. La lumière bourdonnait au-dessus de sa tête, une faible vacillation projetant des ombres pâles sur le sol. Il gardait le regard fixé vers le bas, comptant les carreaux délavés comme des marches dans une fosse, refusant de croiser les regards qui l'attendaient, juste derrière les portes du tribunal. À l'intérieur, la galerie était déjà bondée. Des rangées de costumes repassés, des journalistes épuisés et des spectateurs aux yeux écarquillés, venus non pour la justice, mais pour le spectacle. Des murmures flottaient dans l'air comme de la fumée, chargés de demi-vérités et d'accusations silencieuses. Quelque part au fond, un appareil photo fit un déclic. Une femme en manteau rouge se pencha pour murmurer à un homme à côté d'elle, les lèvres étirées dans un mouvement oscillant entre l'amusement et le dédain. Un homme âgé secoua lentement la tête, comme s'il avait déjà décidé que ce jeune garçon enchaîné devait être coupable. L'attention dans la salle ne portait ni sur les faits, ni sur les preuves. Il s'agissait de confirmation. Confirmation de ce qu'il croyait déjà à propos de garçons comme Devin. Au fond de la salle, juste assez surélevé pour créer une barrière psychologique, le juge Whitmore était assis dans son fauteuil en cuir à haut dossier. Le fauteuil grinça tandis qu'il se penchait lentement en arrière, sirotant une tasse ébréchée qui sentait le café amer et brûlé. Ses lèvres se retroussèrent en un sourire narquois, non pas d'humour, mais de condescendance. Il portait sa robe comme un costume, un personnage d'une pièce qu'il pensait contrôler. Ce n'était pas justice pour lui, c'était du théâtre. Et la scène du jour mettait en scène un adolescent noir effrayé et enchaîné, qui, selon les gros titres et un témoin tremblant, avait agressé le fils de l'un des hommes les plus puissants de l'État. L'huissier s'éclaircit la gorge, appelant l'attention, bien que le silence régnait déjà dans la salle. Les chaussures de Devin raclèrent doucement le carrelage, tandis qu'on le guidait vers son siège. Ses genoux tremblaient, mais il lutta pour les stabiliser. Il sentait tous les regards braqués sur lui, lui transpercer la peau, le disséquer comme s'il était un spécimen jugé non pas pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il était. Quelque part au premier rang, il aperçut son père, Maurice Brooks, assis, raide comme un clou, sur un banc de bois rigide. Les mains de Maurice étaient rejointes, les jointures blanches, la mâchoire serrée. Le regard de son fils croisa le sien une fraction de seconde, et dans ce bref échange, il n'eut pas besoin de mots. Le regard de Maurice exprimait ce qu'il ne pouvait pas dire.
Finch ne parlait pas encore. Il se contentait de contempler la pièce, tel un homme observant le champ de bataille. Il avait dû se battre encore et encore. Il savait de quoi il s'agissait. Il savait qu'il n'était pas là pour la vérité. C'était là pour appliquer la procédure, pour que tout paraisse clair, avant que le système ne dévore le garçon derrière lui. Mais Devin n'était pas un gamin des rues avec un passé de bagarre. Quelques mois plus tôt, il était en première année au Midtown Community College. Il étudiait l'architecture, passait ses week-ends à dessiner des bâtiments qui n'existaient pas encore et travaillait la nuit avec son père à nettoyer des immeubles de bureaux pour le salaire minimum. Son monde était petit, prudent, ancré dans la routine et la responsabilité. Pas d'arrestation, pas d'affiliation à un gang, pas d'antécédents de violence. Seulement un vieux sweat à capuche rouge et une vie à la limite du confort. Mais plus rien de tout cela n'avait d'importance. Tout avait changé il y a 2 semaines, dans un tunnel de métro faiblement éclairé, lorsque tout ce pourquoi il avait travaillé avait été balayé en quelques secondes. Un sans-abri, à moitié aveugle et mort de peur, avait désigné Devin comme le coupable, celui qui avait laissé Bryant, le fils unique du sénateur Kessler, inconscient et en sang, près d'une cage d'escalier souterraine. Devin n'avait aucune arme sur lui, aucun mobile, aucun lien antérieur. Le simple fait qu'il ait été à proximité, qu'il porte un sweat à capuche correspondant à la vague description et qu'il soit noir, c'était tout ce dont ils avaient besoin. Personne ne prit la peine d'examiner les incohérences. Personne ne se demanda comment Devin avait pu fuir et rester sur les lieux. Personne ne chercha d'autres témoins oculaires. Le rapport d'arrestation était clair, rapide, efficace. Un bouc émissaire en combinaison orange rendait tout plus facile à avaler. Et derrière tout cela, des rumeurs se répandaient selon lesquelles le sénateur avait personnellement réclamé des faveurs. Que quelqu'un de haut placé voulait que cette affaire soit classée rapidement, ligotée, avant que de véritables questions ne puissent être posées. Devin n'avait pas beaucoup parlé depuis son arrestation. Au début, ce fut le choc, puis ce fut la peur. Mais maintenant, c'était quelque chose de plus froid, quelque chose de figé par l'incrédulité. Il avait cru que le monde était dur, certes, mais juste. Il avait cru que la vérité finirait par surgir comme de l'huile sur l'eau. Mais maintenant, menotté et entouré d'inconnus qui voulaient un méchant, il réalisait quelque chose de plus profond. La vérité n'avait aucune importance ici, pas pour ces gens, pas pour cette pièce. Personne dans cette pièce ne savait ce qui s'était réellement passé 2 semaines plus tôt, et personne ne semblait s'en soucier. Ni les journalistes qui prenaient des photos comme s'il était un animal derrière une vitre, ni les policiers qui lui avaient refusé la parole ce soir-là, qui l'avaient interrompu au milieu d'une phrase et avaient jeté son récit dans un dossier étiqueté improbable. Pas même Finch, qui avait un jour murmuré dans un moment de frustration que ces choses-là ne finissent jamais bien pour les enfants comme vous. Tout le monde avait pris sa décision. Il voulait une résolution, pas la justice. Il voulait le silence, pas la vérité. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que même Finch n'avait pas entendu, c'est que Devin avait vu quelque chose cette nuit-là. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec une agression qui avait mal tourné. Quelque chose de délibéré, calculé. Quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Tout s'était enraciné dans sa mémoire comme une écharde. Un SUV noir au ralenti près de la bouche de métro, 2 hommes en costume sombre observant dans l'ombre, et le regard terrifié de Brian Kessler avant le coup. Devin était resté figé sur place, le cœur battant, les mains tremblantes, hésitant entre courir et aider. Mais avant qu'il puisse agir, les sirènes hurlèrent et l'instant fut perdu. Et maintenant, il était là. Alors que le juge Whitmore s'éclaircissait la gorge et frappait légèrement son marteau, Devin se rassit dans le fauteuil en bois dur, s'efforçant de respirer calmement. Ce n'était pas qu'un procès, c'était une machine, et il était pris dans ses rouages. Mais même maintenant, quelque part au plus profond de la peur et de l'humiliation, une lueur subsistait.
pas d'espoir, pas tout à fait, mais quelque chose de plus discret, quelque chose comme un souvenir, parce que la vérité n'était pas morte dans ce tunnel, elle était toujours vivante, même enfouie, et les choses enfouies avaient le don de refaire surface. Le tribunal fut rappelé à l'ordre, des témoignages seraient entendus, des requêtes seraient déposées, mais pour Devin Brooks, le procès avait déjà commencé au moment où les ombres du métro l'avaient englouti. Et le monde? Il commençait à peine à le rattraper. 2 semaines plus tôt, Devin Brooks avait quitté son cours d'architecture plus tôt que prévu, la pression d'un examen imminent pesant lourdement sur lui. Le campus était calme ce jour-là, une légère bruine flottant dans l'air tel un rideau tamisé. Il avait pris son raccourci habituel vers la station de métro, son carnet de croquis sous le bras et ses écouteurs fredonnant un doux morceau de jazz pour l'aider à réfléchir. Tout cet après-midi lui avait semblé routinier jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas. Quand il atteignit l'entrée du quai souterrain, le ciel s'était obscurci prématurément, les nuages se repliant sur eux-mêmes comme si le monde savait que quelque chose allait mal tourner. Devin descendit les marches de béton usées 2 par 2, l'eau glissant sur les rampes et un courant d'air froid serpentant dans les couloirs oubliés de la station. Il tourna vers un escalier qui menait à l'un des quais les moins fréquentés, un itinéraire qu'il préférait lorsque le quai principal était bondé. La lumière vacillante du plafond projetait de longues ombres brisées le long des murs. C'est là, juste après le virage près de l'ancienne sortie de secours, qu'il se figea. Une voix aiguë et colérique résonna dans le tunnel devant lui. Devin retira instinctivement un écouteur et se colla contre une colonne voisine, dont la surface était granuleuse de crasse et de vieux résidus de ruban adhésif. Juste au-delà de sa cachette, il distingua 3 silhouettes, 2 hommes en costume sombre et un homme plus jeune, qui lui semblait vaguement familier. Le plus grand pointa un doigt vers la poitrine du jeune homme, tandis que le plus petit, debout, les bras croisés, lui bloquait le passage. Le jeune homme, Devin le réalisa lentement et avec une certitude croissante, était Bryant Kessler, fils du sénateur Ronald Kessler. Devin avait vu son visage dans les journaux locaux et les tracts politiques, propre, privilégié, toujours souriant. Mais là, dans la faible lumière du tunnel du métro, son visage était tiré par la panique. Bryant rétorqua, la voix légèrement éraillée, comme s'il essayait de maintenir le terrain qu'il perdait rapidement. L'un des hommes en costume se pencha et siffla quelque chose trop bas pour que Devin puisse le comprendre. Puis vint la poussée. Ce n'était pas un coup de coude, mais une poussée violente qui fit trébucher Bryant en arrière, manquant de trébucher sur le bord de l'escalier. Devin en eut le souffle coupé. Il aurait pu se détourner, l'ignorer et continuer à marcher, mais quelque chose le cloua sur place. Son père lui avait toujours dit de se mêler de ses affaires, mais aussi d'aider en cas de problème. Devin ne savait pas quelle voix était la plus forte à cet instant. Avant qu'il puisse décider quoi faire, le plus petit sortit quelque chose de sous son manteau, une matraque en acier du genre utilisé par les agents de sécurité privés. Devin cligna des yeux. Les secondes qui suivirent passèrent trop vite. La matraque s'éleva brutalement vers le haut, s'écrasant contre la tempe de Bryant. Le bruit était écœurant, sec comme un os qui se brise. Bryant s'effondra, ses membres se repliant sous lui comme si la vie avait été instantanément coupée. Le cœur de Devin bondit dans sa gorge. Le temps se fracassa. Les hommes ne bronchèrent même pas. L'un d'eux s'accroupit près de l'adolescent inconscient, fouillant dans les poches de sa veste et de son pantalon avec une efficacité glaciale. Ils en sortirent un petit objet noir et rectangulaire, et sans un mot, tous deux se retournèrent et disparurent par la sortie de secours. Devin hésita un instant avant de se précipiter, ses baskets dérapant sur le carrelage humide. Les yeux de Bryant étaient mi-clos, mais flous. Du sang coulait déjà sous sa tête, un halo sombre illuminant le béton. Devin s'agenouilla, les mains tremblantes, vérifiant son pouls. Il y en avait un, faible, mais présent.
Il chercha son téléphone à tâtons, les doigts glissant sur l'écran, la panique le submergeant. Il ne savait pas quoi dire au 911. Comment expliquer ce qu'il venait de voir? Comment prouver qu'il n'y était pour rien? Le hurlement lointain des sirènes brisa ses pensées. Instinctivement, Devin se tourna vers le bruit, le cœur battant la chamade. Puis un grand fracas, un gémissement provenant de la sortie de secours, retentit tandis que quelqu'un sortait précipitamment. Il sursauta, son téléphone lui échappant des mains et tombant au sol avec fracas. Avant qu'il puisse le récupérer, un cri rauque et accusateur retentit. Un homme surgit de derrière une rangée de bancs à proximité, titubant légèrement. Sa barbe était hirsute, son manteau en lambeaux. Un sans-abri, quelqu'un que Devin avait remarqué une ou deux fois en train de dormir dans le tunnel, clignait maintenant des yeux, larmoyant, en voyant la scène devant lui. Son bras se leva lentement, un doigt tremblant tendu vers Devin. « Il l'a fait !» croissa l'homme en désignant le garçon accroupi au-dessus du corps de Bryant. Devin ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Les pas des policiers qui approchaient résonnèrent dans le couloir, leurs bottes claquant contre le carrelage. En l'espace de 3 battements de cœur, le tunnel explosa de lumière et de bruit. Des lampes torches l'aveuglèrent, des voix hurlèrent des ordres. Devin ne courut pas, ses jambes ne bougèrent pas. Il leva les mains, essayant de parler, mais quelqu'un le plaqua par derrière. Son visage heurta le sol, des mains lui tirèrent les bras dans le dos. La matraque, laissée par les véritables agresseurs, était maintenant à côté de lui, tachée et attendant. Tandis que les menottes claquaient autour de ses poignets, Devin tenta de s'expliquer, mais sa voix fut couverte par les cris des policiers qui exigeaient que les lieux soient sécurisés. L'image s'est gravée dans sa mémoire, la silhouette tordue de Bryant sur le sol, l'indifférence froide de la police, la trahison gravée sur le visage du sans-abri. Cette nuit-là, le monde de Devin s'est effondré. Au matin, sa photo d'identité judiciaire était placardée sur les sites d'information, les gros titres le désignant comme le principal suspect de l'agression brutale du fils d'un sénateur. En moins de 48 heures, un juge a refusé la libération sous caution. Son avocat commis d'office a à peine levé les yeux de ses notes lors de leur première rencontre. Chaque mot que Devin essayait de prononcer était accueilli avec doute, indifférence ou une condescendance à peine voilée. Alors que la salle d'audience bourdonnait de murmures, le juge Whitmore feuilletait le mince dossier en papier kraft avec une curiosité feinte. Sa voix, douce et sarcastique, coulait comme du poison. Alors le jeune homme veut nous faire croire qu'il essayait d'aider? Un éclat de rire parcourut la galerie. C'était le même rire que Devin avait entendu des inspecteurs dans la salle d'interrogatoire, le même ricanement du procureur qui ne prenait pas la peine de cacher son incrédulité. Même Finch, son avocat commis d'office, avait un jour marmonné que l'histoire manquait de crédibilité. Ce que personne dans cette pièce ne savait et qu'aucun d'eux n'envisageait, c'est que la vérité existait encore, préservée en pixels et en données. À environ 1,5 kilomètre du palais de justice, dans un appartement exigu au-dessus d'une quincaillerie, un agent d'entretien nommé Colby Grant se tenait immobile devant sa télévision, un bol de flocons d'avoine à moitié mangé, refroidissant dans sa main. Les informations couvrirent le procès de Devin en direct. La caméra s'attardait sur la tête penchée du garçon, sur les menottes, sur la combinaison orange qui lui donnait un air plus criminel qu'humain. La vidéo s'arrêtait sur le procureur, s'adressant au jury avec assurance. Colby monta le son. Son estomac se noua. Il se souvenait parfaitement de cette nuit. Il avait été appelé à la station quelques semaines auparavant à cause d'un disjoncteur défectueux. Ce tronçon du métro avait subi de fréquentes coupures de courant et des actes de vandalisme répétés avaient endommagé plusieurs caméras. Plutôt que de compter sur l'équipement de la ville, Colby, en réparateur têtu, avait installé sa propre petite caméra de vidéosurveillance, déclenchée par le mouvement, près de la sortie de secours. Non officielle, non officielle. Une solution de secours personnel pour filmer les jeunes en train de taguer des macarons ou de casser des lampadaires.
Il n'avait visionné les images que quelques jours plus tard, curieux des nouvelles alertes enregistrées sur son disque dur. Ce qu'il avait vu lui avait glacé le sang. Il n'en avait parlé à personne. Pas encore. 2 jours après avoir visionné les images, 2 hommes s'étaient présentés à son appartement. Ils portaient des costumes sombres et affichaient des sourires crispés. L'un d'eux avait brandi un badge, brièvement, trop vite. Il parlait en termes vagues mais directs. Une enquête était en cours, disait-il. Il serait imprudent de compliquer les choses. Ils lui rappelèrent, gentiment, que certaines vérités font plus de mal que de bien. Puis, ils sont partis, sans nom, sans suite. Colby s'était dit que ce n'était pas son problème. Il n'était pas un héros, il n'était qu'un agent d'entretien. Mais en voyant ce garçon à la télévision, effrayé, seul, publiquement ridiculisé, quelque chose en lui changea. Il revit la même expression que Devin portait sur le visage de son propre neveu l'année dernière, lorsque le gamin fut arrêté pour avoir traîné près d'une supérette et passa 3 nuits en prison avant que quiconque ne prenne la peine de consulter la vidéo de surveillance. Cette impuissance, cette humiliation silencieuse, cela le hantait. Il éteignit la télévision et resta silencieux. Le disque dur était toujours dans le tiroir de son bureau. Il n'avait rien effacé. Il n'avait pas trafiqué les images. S'il se manifestait, tout changerait. Mais sa vie aussi. Il y aurait des questions, des répercussions, peut-être pire. Néanmoins, le tribunal dévorait ce garçon vivant, et Colby savait, au fond de lui, que le silence pouvait aussi être une forme de violence. Bien sûr. Voici la 3e partie, étendue à exactement 7000 caractères, dans une narration immersive et cinématographique à la 3e personne, avec une progression émotionnellement riche et un rythme fluide. Pour la première fois depuis le début du procès, le silence s'était emparé de la salle d'audience. La voix de Finch s'était brisée alors qu'il se levait, non pas de faiblesse, mais sous l'effet d'une pression si longtemps ignorée qu'elle avait fini par remonter à la surface. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'il faisait un geste vers l'écran qu'on déplaçait devant le box des jurés. Ce n'était pas une simple requête, c'était une déclaration, une ultime tentative pour obtenir justice dans un lieu qui n'avait pas prononcé son nom depuis des années. Devin se redressa, non pas d'espoir, mais de confusion. Jusque-là, personne ne s'était jamais battu pour lui, ni la police, ni le procureur, ni même l'homme qui le défendait maintenant. Quelle que soit cette vidéo, c'était quelque chose d'inattendu, de vivant. L'écran vacilla une fois, puis de nouveau. Colby Grant, pâle et silencieux, se tenait près de l'écran, serrant la clé USB contre lui. Il n'avait pas prononcé un mot depuis son entrée dans la salle d'audience sans y être invité, mais son regard en disait long. Il exprimait un mélange de culpabilité, de peur et de quelque chose de plus profond, la conviction. L'huissier inséra la clé USB et dès que la vidéo commença, la galerie oublia de respirer. La vidéo était granuleuse, mais l'angle était parfait, prise de très haut, perchée près de la lumière de la cage d'escalier, une caméra de recul dissimulée dans la grille d'acier. Elle offrait une vue dégagée du couloir de métro, ses ombres profondes et menaçantes. Au début, seul le tunnel vide et un pilier éraflé apparurent. Puis du mouvement, 3 silhouettes entrèrent par l'autre bout. 2 hommes en costume marchèrent d'un pas vif et déterminé. Derrière eux, Brian Kessler, toujours arborant son arrogance de lycéen, les suivait à contre-cœur, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule comme s'il pesait le risque de fuir. Ils s'arrêtèrent près de la cage d'escalier. Brian se tourna vers eux, et bien qu'aucun son n'accompagnât la vidéo, ses gestes en disaient long. Il se disputait, il pointait du doigt, il secouait la tête. Et puis c'est arrivé. L'un des hommes en costume se précipita. Une bousculade, une brève bagarre. Le plus grand fouilla dans son manteau et en sortit ce qu'on pourrait appeler une matraque rétractable. Un coup violent dans les côtes de Bryant le fit tomber. Le 2e homme l'attrapa par le col, le plaqua contre le mur, puis sortit quelque chose de la poche de son manteau. Des papiers, peut-être un dossier. Bryant tenta de les récupérer.
Cela lui valut un nouveau coup, cette fois sur le côté du crâne. Il s'écroula au sol, immobile. Le SUV noir devant la sortie de secours n'apparut qu'un instant, ses phares allumés au ralenti dans l'obscurité. Un homme regarda la caméra, mais ne sembla pas la remarquer. Il parla dans sa manche, peut-être un micro caché, puis fit signe à son partenaire. Ensemble, ils disparurent par la porte. Puis vint l'image la plus troublante. Devane apparaissait prudemment, capuche reconnaissable entre mille, le visage figé d'incrédulité. Il s'agenouilla, attrapa Bryant, sortit son téléphone, tâtonna, le laissa tomber. Puis vint l'éclair rouge et bleu. À la fin de la vidéo, la salle n'explosa pas. Elle implosa. Le marteau du juge ne retomba pas. Il resta immobile, le visage blême, d'une teinte qui trahissait tout ce en quoi il avait prétendu croire. Le tremblement dans sa tasse de café n'était plus dû à la caféine ou au dédain, mais à la lente et importune ascension vers la responsabilité. Son sourire narquois s'était évaporé en un spectre de malaise qu'il ne pouvait chasser. Le rire qu'il avait entendu autrefois au tribunal résonnait maintenant dans sa mémoire, venimeux et sonore. Maurice Brooks laissa échapper un son entre le sanglot et la prière, ses doigts parcourant sa barbe grisonnante, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Pendant des mois, il avait dit à son fils de tenir bon, de croire que la vérité finirait par trouver son chemin. Lui-même n'y avait pas cru, mais maintenant il la voyait, indéniable et aveuglante, se rejouer sur l'écran du tribunal comme une preuve divine. Le procureur tenta de reprendre ses esprits, demanda une suspension d'audience, tâtonna dans un jargon juridique creux et désespéré. Mais quelque chose de plus important que la procédure avait fait irruption dans la salle, la vérité, à vif et haletant, et chacun la sentait se serrer dans la gorge. Puis, comme appelé par le poids même de l'instant, Bryant Kessler en personne entra dans la salle d'audience. Il y eut un halètement collectif, non seulement parce qu'il était là, mais parce que sa présence était inattendue. Pendant des semaines, il avait été caché dans une aile d'hôpital privé, indisponible pour témoigner, inaccessible par assignation à comparaître. Mais maintenant il se tenait debout, boitant légèrement, une compresse toujours enroulée autour de la tête, l'air à la fois prudent et résolu. Le juge ouvrit la bouche pour protester, mais Bryant leva la main, un geste empreint d'une fermeté silencieuse. Il avait quelque chose à dire, et personne dans cette salle ne le lui refuserait. Finch fit signe à la barre des témoins et, pour la première fois, quelqu'un véritablement du côté de Devane prêta serment. Les mots de Bryant furent d'abord lents, comme exhumés d'un lieu profond. Mais une fois lancés, ils jaillirent comme une confession qu'il ne pouvait plus garder secrète. Il avoua avoir projeté de divulguer des documents, traces écrites, courriels, transferts financiers, preuve des activités de lobbying illégal de son père, pots de vin versés par des sociétés fictives, votes achetés à huis clos au Sénat. Il avait récupéré les dossiers au bureau de son père. Il allait les remettre à un journaliste en qui il avait confiance. Mais la nouvelle s'était répandue. Son père l'avait appris la veille. Il y eut des cris, une menace. « Si tu continues comme ça, je ne pourrai pas te protéger. » Et puis le silence. Le lendemain, Bryant fut convoqué pour rencontrer des conseillers près de la gare. Il supposa que c'était un nouvel avertissement. Il ne s'attendait pas à être battu. Il ne s'attendait pas à se réveiller à l'hôpital sans savoir ce qui allait se passer ensuite, pour apprendre qu'il avait été retrouvé à côté d'un suspect au casier judiciaire. Le mensonge avait pris forme, avant même qu'il puisse protester. Lorsqu'il tenta de s'exprimer, on le mit sous sédatif. Son père le garda dans un service sécurisé sous prétexte de rétablissement. Mais lorsqu'une infirmière lui glissa une coupure de presse sur le procès, il comprit qu'on avait enterré la vérité avec lui. Il s'échappa de l'hôpital tôt ce matin-là et se rendit directement au tribunal. La salle d'audience n'était plus une scène. C'était devenu un lieu de règlement de comptes. Les sénateurs ne tombaient pas facilement, et l'influence de Kessler s'étendait loin. Mais maintenant, son propre fils avait déchiré le rideau. Les images avaient été accablantes, mais le témoignage de Bryant
avait enfoncé le couteau dans le cœur de la machine politique. À l'extérieur de la salle d'audience, la frénésie médiatique avait déjà commencé. Les caméras tournoyaient comme des vautours autour des marches du palais de justice, prêtes à dévorer la carcasse d'un scandale qui saignait déjà dans toutes les salles de presse du pays. À l'intérieur, Whitmore regarda le procureur. L'homme ne parlait pas. Il ne pouvait pas. Devine n'avait pas traversé tout cela. Même maintenant, alors que la vérité se faisait enfin entendre, il restait immobile, non pas sous le choc, mais par épuisement. Il avait rêvé de ce moment tant de fois qu'il en était devenu irréel. La justification n'était pas un éclair, c'était une lueur lente et brûlante qui dissipait les ténèbres morceau par morceau. Le juge Whitmore se leva brusquement. Il demanda une suspension d'audience, mais cela n'avait plus d'importance. La foule s'agitait déjà. Les murmures se transformèrent en cris. Finch s'appuya contre la table de la défense et expira lentement. Il ne se faisait aucune illusion sur la suite. Les représailles, les carrières enterrées, les archives en voie de disparition, mais pour une fois, il avait fait quelque chose qui lui semblait juste. Dehors, Colby Grant ne resta pas pour les applaudissements ni les louanges. Il laissa la clé USB en possession du tribunal et disparut dans la foule. Il avait fait ce qu'il était venu faire. Laisser les puissants trembler pour une fois. À l'intérieur, Devin se tourna enfin vers son père et leurs regards se croisèrent. Pas un mot, juste un regard qui disait tout, que la vérité, aussi profondément enfouie fût-elle, avait réussi à se frayer un chemin. Et ce n'était pas encore fini. La salle d'audience explosa, non pas d'indignation cette fois, mais de quelque chose de plus profond, de plus difficile à définir. Du soulagement, peut-être, une justification. Un souffle collectif retenu trop longtemps enfin libéré. Les visages qui détournaient autrefois le regard à l'entrée de Devin le regardaient désormais d'un autre œil, reconnaissant silencieusement qu'ils s'étaient peut-être trompés. Les journalistes se bousculaient comme des frelons, tandis que les agents fédéraux avançaient avec célérité, leurs costumes impeccables, fendant le chaos. En moins d'une heure, des camions satellites encerclaient le palais de justice, leurs antennes tendues vers le ciel comme des doigts curieux, nourrissant une nation affamée de son dernier bilan. Le lendemain matin, les gros titres étaient inéluctables. Le sénateur Kessler inculpé dans une enquête explosive pour corruption. Les images d'un lanceur d'alerte déclenchent une enquête fédérale. Les images de Colby Grant, brutes et accablantes, déclenchèrent une tempête de feu qui parcourut la conscience nationale. Les commentateurs débattirent d'éthique, les experts évaluèrent les conséquences. Mais derrière le bruit, un véritable changement se produisit. Les agents fédéraux agissaient avec une rare urgence. Kessler fut arrêté discrètement dans sa maison au bord du lac 2 jours plus tard. Son visage, autrefois calme derrière les tribunes et les publicités de campagne, paraissait désormais creux sous l'éclairage du tribunal. Entrave à la justice. Abus de pouvoir. Complot. Les accusations s'empilaient comme des briques dans un mur d'influence en ruine. Colby, autrefois caméraman négligé d'une station locale, se retrouvait désormais entouré d'agents en veste sombre, placés en détention préventive. Ces images avaient fait plus que révéler un seul procès. Elles avaient révélé une tendance. Les enquêtes pour faute judiciaire avaient triplé. Des dossiers avaient été retirés, des affaires réexaminées. Ce qui avait commencé comme une simple histoire était désormais un vaste canevas de vérité enfouie. Et le visage de Devin était le symbole affiché sur tous les panneaux d'affichage. Le juge Whitmore ne fit pas long feu. Une commission judiciaire d'urgence fut convoquée quelques jours plus tard. Un greffier anonyme fit fuiter des courriels et des notes de service, tous plus incriminants les uns que les autres. Notes manuscrites, reçus de déjeuner, compte rendu de réunion. Une note, griffonnée sur une serviette en papier, disait « Kessler dit qu'il est temps de faire le ménage. Trop d'agitateurs s'enhardissent. » C'en était assez. Il fut suspendu indéfiniment.
Une mise en examen officielle suivit quelques semaines plus tard pour ingérence judiciaire, même si, à ce moment-là, la confiance du public avait déjà quitté le tribunal où il avait autrefois régné. Mais la justice n'était pas facile à obtenir. Pas dans ce système. Pas quand le pouvoir était une échelle que d'autres escaladaient pour la renverser. Bien au-dessus du brouhaha, derrière des bureaux impeccables et des portes verrouillées, une autre tempête grondait. Un haut responsable de la police, dont le nom n'avait pas encore fait la une des journaux, commença à taire discrètement les déclarations des policiers disposés à parler. Les lanceurs d'alerte qui avaient vu ce qui était arrivé à Devin, qui avaient signalé et exprimé leurs inquiétudes, se retrouvèrent réaffectés, réduits au silence, voire pire. Finch découvrit que l'un d'eux avait été rétrogradé quelques heures après avoir contacté le groupe de travail fédéral. Un autre disparut tout simplement du tableau de service du commissariat. C'était une partie d'échecs, et l'enjeu était des garçons comme Devin, des pions jetables dans une guerre qu'ils n'avaient jamais demandé à combattre. Des documents ont ensuite fait surface, divulgués par un assistant du gouverneur dont la conscience l'emportait sur sa carrière. Des menaces avaient été proférées, non seulement contre Colby, mais aussi contre sa famille. Un soir, une lettre non signée, tapée en grosse police courrier, fut glissée sous la porte de sa mère. « Il meurt sous les caméras, votre fils pourrait en mourir. » Des photos de leur maison, leurs plaques d'immatriculation. La peur était réelle, l'enjeu fatal. Mais ils avaient déjà franchi le pas, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Même Finch, l'avocat qui avait traversé des décennies d'ombre judiciaire, n'était pas épargné. Un homme élégant dans une Jaguar grise attendait devant son cabinet un soir. Il lui proposa de le raccompagner, puis un dossier. À l'intérieur se trouvait un chèque, plus que suffisant pour prendre sa retraite, pour oublier, pour laisser l'affaire Devine s'éteindre tranquillement. Finch rendit le chèque sans un mot, se retourna et ne se retourna plus. C'était plus important qu'un verdict, plus important qu'une victoire. Il s'agissait de l'invisible. À propos des innombrables garçons sans Colby, sans Finch, sans clé USB pour prouver leur souffrance. Et Devin, il attendit, non pas en silence, mais avec détermination, tandis que le pays se déchirait, essayant de comprendre comment un garçon comme lui avait pu presque disparaître dans un système conçu pour enfermer, et non pour corriger. Il gardait la tête haute. Il se remit à lire des livres d'architecture, non pas parce qu'il le distrayait, mais parce qu'il lui rappelait qu'il était encore possible de construire mieux. Il y avait des jours où il détestait les caméras, les interviews, l'attention soudaine, mais il comprenait maintenant. Il ne s'agissait plus de lui, plus maintenant. 6 mois plus tard, le jour J arriva enfin. Un nouveau juge, une nouvelle salle d'audience, pas une chaîne en vue. Devin portait un costume bleu marine sur mesure, un costume que Colby avait aidé à choisir, et des chaussures cirées avec tant de soin qu'il pouvait y voir son propre reflet. Cette fois, lorsqu'il franchit les portes du tribunal, le public se leva non pas pour le dévisager, mais pour l'honorer. Ce n'était plus un garçon accusé enchaîné, mais un homme debout dans sa dignité. Les charges furent abandonnées sans hésitation. L'affaire fut classée. Le casier judiciaire fut effacé. Lorsque le marteau du juge résonna dans la salle, ce fut plus qu'une décision, ce fut comme une résurrection. Devin se tourna d'abord vers son père, dont les larmes silencieuses trahissaient un poids que seules des années d'impuissance pouvaient apporter. Puis vers Colby, qui hocha la tête, les yeux rouges mais inébranlables. Puis vers Finch, l'homme qui ne s'éloignait jamais. « Merci », murmura Devin, des mots à peine audibles, mais chargés de la force de tout ce qu'il avait enduré. Les applaudissements ne venèrent pas de la jubilation, mais du respect. Même l'huissier applaudit lentement, son regard croisant celui de Devin avec une sorte de honte, ou peut-être de l'admiration. Une année passa. Devin, alors âgé de 20 ans, était assis dans un amphithéâtre pour son 2e semestre d'architecture. Ses mains, autrefois serrées en poing derrière les tables d'audience, tenaient maintenant des crayons qui dansaient sur des plans. Il ne se contentait pas de concevoir des bâtiments.
Il posait des fondations sur lesquelles des garçons comme lui pourraient se tenir debout, sans complexe. Il a commencé à encadrer des élèves de quartier, comme celui qui avait tenté de l'enterrer. Il a pris la parole dans des écoles, il a visité des centres pour mineurs. Il n'a pas prêché, il est simplement venu leur disant ce que personne ne lui avait dit, que survivre n'est pas vivre, et que le système n'a pas le droit de décider de votre valeur. Et quelque part, caché dans un coin au fond d'une salle d'épreuves poussiéreuse, cette clé USB était toujours là. Ses bords en plastique éraflés, son autocollant décollé, oublié par certains, mais pas par tous, car cette clé n'était pas que des images. C'était un battement de cœur, une pulsation de vérité, là où le mensonge avait trop longtemps régné. Elle murmurait encore, dans son silence, dans son endurance. Elle rappelait à tous ceux qui la touchaient que même dans les systèmes les plus sombres, où la justice se négocie et où l'innocence est mise en balance avec la commodité, la vérité a un pouls. Et quand elle bat assez fort, quand elle trouve une voix, une caméra, un garçon qui ne craque pas, les géants corrompus ne trébuchent pas. Ils se figent.